Je rêve d'une lune de miel en Polynésie. Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon. Vous lisez dans mes pensées ? Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée. Alors, je vous propose une matinée avec les Raymanta avant de partir observer les baleines à Tahiti. Ne me réveillez surtout pas. Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble. Mais j'ai trop hâte. On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout ? Oui, avec Marco Vasco, vivez votre voyage d'esprit libre. Vous faites les mariages aussi ? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. On a toujours été extraordinairement bien accueillis. Quand on est en compagnie de ces jeunes gens, de ces jeunes femmes, on est bien reçu. On avait eu une envie à un moment, mais vraiment, interviewer le pape. Pas François, mais Jean-Paul. Quand elle l'a vu arriver, etc., elle a pris le journal, elle l'a posé contre elle, et elle a dit « c'est moi ». Il y a une urgence à changer. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour nous engager. Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort. Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui demande du temps. De l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des... À la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie. S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y avait l'idée aussi de montrer un exemple. Et lâche rien, fonce et avance, quoi. Bonjour, vous écoutez Les Engagés. Dans ce podcast, on donne la parole à des personnalités qui consacrent leur énergie à faire évoluer la société. Aujourd'hui, avec mon invité, on va parler journalisme et autisme. J'ai le grand plaisir de recevoir Driss El Kessri. Bonjour Driss. Bonjour. Vous êtes à l'origine éducateur et professeur de français et vous avez lancé en 1989 le journal Le Papotin, un magazine dans lequel les journalistes sont atteints de troubles du spectre autistique. Depuis septembre 2022, ce magazine est décliné en émission télévisée, Les Rencontres du Papotin, sur France 2, qui rencontre un grand succès. Est-ce que, Driss, vous pouvez évoquer votre parcours jusqu'à la création du Papotin, jusqu'au déclic qui vous a fait créer le Papotin ? Mon parcours est très bizarre, très bizarre, non, c'est un parcours de quelqu'un qui cherchait. J'avais fait un peu de tout, j'ai enseigné pendant 10 ans et j'en pouvais plus. Puis j'ai été quincaillier à un moment et j'étais sur le point de devenir marchand de tapis quand mon ami Moïse Assouline, psychiatre à l'hôpital de jour d'Antony, m'a appelé insistant pour que je vienne voir un petit peu ce qu'ils font donc dans ce lieu. Et ça a été vraiment un coup de foudre. Je suis arrivé par curiosité et j'y suis resté jusqu'à ce que je parte à la retraite. C'était des grands ados, des jeunes adultes, et il y a ce passage donc à l'âge adulte. Et donc, ce sont des personnes qui sont pas mal restées sans aucune insertion, sans aucune inscription nulle part, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de place, et voilà. Et puis, on parlait pas tellement d'autisme à l'époque. On parlait de psychose infantile, de disharmonie, de toutes sortes de terminologies. Et le mot est arrivé après par les Canadiens, ils les désignaient comme des personnes atypiques. Et je trouvais que atypique, ça collait beaucoup mieux que n'importe quel diagnostic bizarroïde qui finalement était révisé, c'était pas tout à fait ça. Et puis on savait pas réellement à l'époque faire une évaluation exacte donc de ce dont ils souffraient. On échangeait, je les écoutais et j'apprenais énormément de choses. Et alors j'avais toujours un petit carnet, donc je notais sans arrêt parce que ce que je notais, c'était vraiment les expressions. Ils étaient créatifs. Et donc le déclic, c'était de faire un journal. Et en 89 exactement, j'ai entendu, il y avait un article dans Le Monde où il parlait donc de Street News, c'est le journal des sans-abri new-yorkais qui venait d'être créé et il était soutenu par Paul Newman et Liza Minnelli. Liza Minnelli. Voilà. Je lui dis ça, c'est vraiment génial parce que ils vendent un scoop et automatiquement donc les gens sont intéressés. Et donc dans ce journal, ils racontaient un petit peu leur quotidien.
qui n'aurait jamais intéressé personne. Mais amené par ces grands noms, ça pouvait prendre. Donc, et je me suis dit, voilà ce qu'il faut faire. Donc, j'avais un maquettiste qui était intéressé donc, de mettre en page un petit peu donc, tout ça. Il me fallait donc une. Et à ce moment-là, il y avait Howard Buten qui était au Ranelagh avec son buffo. Et alors, Howard, il était showbiz et en même temps, il avait une espèce de fascination pour les personnes autistes. Et donc, je suis allé le voir au Ranelagh, lui demander s'il pouvait se prêter à l'interview. Et il m'a dit oui. J'ai dit tel jour, il m'a dit oui. Et il est resté avec nous, toujours avec oui. Il était partant pour tout, pendant des années. Le premier numéro, qui datait de mai 90, est pour moi le plus beau. Et c'était un grand format, en noir et blanc. Tout était approximatif, mais il était beau comme c'était pas croyable. Et alors, il y avait un moment incroyable qui restait gravé dans ma tête. C'était une jeune fille qui était donc dans cet atelier et qui disait pas grand-chose, mais quand elle l'a vu arriver, etc., elle a pris le journal, elle l'a posé contre elle et elle a dit « c'est moi, c'est moi, c'est moi ». Les rédacteurs du Papotin, ce sont des journalistes atypiques, oui, comme vous le disiez. Comment se déroulent les échanges avec les invités, avec les personnes interviewées, et qu'est-ce qui est particulier dans ces échanges? Pour le premier et le deuxième, c'est pour Howard, et pour le deuxième, c'était André Dussolier. J'avais fait une préparation. Dire, on va recevoir, et voilà, est-ce que vous avez une idée des questions que vous pourrez poser, etc. Donc, oui, donc ça a démarré, etc. Et puis, quand ils sont arrivés, ça n'avait plus rien à voir avec les questions. La seule chose intelligente que j'ai faite, c'était de laisser faire, donc de dire, merde, c'est encore mieux. Et donc, c'était vraiment cette rencontre-là, spontanée, nature, avec la personne est là, et à cette personne-là, on pose des questions. C'est pas tellement donc des questions qui se préparent à l'avance. Donc, ça a été toujours un petit peu ça. Les questionnements, c'est des questionnements qui ont toujours reçu des réponses. Même des questions qu'on n'ose pas poser, ils ont toujours eu les gens répondent. Ce que j'ai découvert vraiment avec le Papotin, qui n'a pas bougé, c'est la générosité des gens. On a toujours été extraordinairement bien accueillis. Quand on est en compagnie de ces jeunes gens, de ces jeunes femmes, je dirais, on est bien reçu. Mais alors vraiment, je peux multiplier les exemples à l'infini. On n'a jamais eu, donc je dirais, un accueil mitigé ou à peu près, ou de qu'est-ce qu'ils viennent faire, etc. Et alors, j'aime pas la marge. J'ai dit la marge dans laquelle on les met, ils l'ont pas choisi. Quand on choisit la marge, il n'y a pas de problème, on se choisit sa marge, on est en marge, etc. Voilà. Mais eux, ils n'ont pas choisi la marge. Et j'aime pas la marge non plus. Je voulais qu'on aille au centre. Je voulais qu'on aille à l'endroit où les choses se passent. Donc, c'est à l'Élysée, au Sénat, au Quai d'Orsay, tous ces hauts lieux beaux, avec un accueil à chaque fois, vraiment de qualité et d'intérêt, et donc dans les échanges, etc. Donc voilà. Donc, on a toujours été extraordinairement bien accueillis. On est allé partout, on a bougé énormément, on a voyagé, on est allé aux États-Unis, on est allé au Maroc, on est allé en Tunisie, on est allé à Moscou. Et à chaque fois, c'était extraordinairement intéressant, extraordinairement positif. Qu'est-ce que vous avez en tête comme les plus belles rencontres ou les interviews les plus surprenantes ou les plus... Vous aviez rencontré Jacques Chirac? Oui, on a rencontré Jacques Chirac à l'Élysée. Je suis arrivé avec un grand groupe. Ce devait prévu pour durer un petit temps, et puis ça a duré. Et puis je voyais le staff derrière qui commençait à s'impatienter parce qu'il avait des rendez-vous et que bon,
ça ne l'intéressait pas du tout ce qui se passait derrière. Il voulait absolument continuer. C'était extraordinaire. Il a pris tout son temps et on a vraiment, vraiment épuisé toutes les questions. Tout le monde a parlé, tout le monde a posé sa question. Et puis ensuite, il y a eu une longue séance de photos, de poses avec le président. Et ensuite, il y avait un pot. Il est resté pour servir tous les jeunes. C'était un moment incroyable. Vraiment très, très, très fort. Arnaud a un truc avec le tutoiement, donc avec le vouvoiement, il n'aime pas de ça du tout. Il dit toujours, donc c'est laid comme les fesses du diable, le vouvoiement. Et quand je lui ai dit qu'on allait interviewer le président, il a dit, oulala, je pourrais le tutoyer. Je lui ai dit, écoute, je ne sais pas, tu verras, tu lui poseras. Ah non, je n'irai pas parce qu'il faut, il y a des personnes qu'il faut vous voyez. Je lui ai dit, écoute, tu verras bien, tu vas pas. Et en fait, c'était pratiquement d'emblée avec ça. Et il dit, Jacques, est-ce que je peux te tutoyer? Alors il a dit, oui, bien sûr. Est-ce que je peux t'appeler par ton prénom, Jacques? Oui, bien sûr. On est entre nous. Il y a bien sûr, avec une autre très belle rencontre, c'était Barbara, la chanteuse. Ça a été vraiment un moment unique. Quand elle m'a appelé, moi, j'en revenais pas, parce que c'est elle qui a demandé à être interviewée. Et elle est venue, elle est revenue, elle nous a invités chez elle. Elle avait une très, très belle grange qui était aménagée donc, en lieu de travail avec son immense piano. Elle s'est assise et elle a regardé Arnaud en lui disant... Arnaud, est-ce que tu veux que je te chante quelque chose? Non, merci. Ce que je voudrais, c'est aller voir les draps dans lesquels tu dors, est-ce qu'ils sont brodés? Voilà. Donc, elle s'est arrêtée, elle a replié son... Et donc, voilà. Donc, c'était un moment incroyable. Et quand elle est morte, quelques temps après, on a été vraiment très triste. Très, très triste. Parce qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. J'avais protégé énormément donc le Papotin parce que c'est très très difficile de rester dans sa ligne éditoriale. Très très difficile. Parce que autant avant, personne n'en avait rien à cirer, et puis bon, on pensait que c'était vraiment une idée complètement loufoque, et puis quand il a existé, tout d'un coup ça a commencé à donner des idées aux gens avec qui j'étais, autres avec qui je travaillais, etc. Et il y a eu donc des moments un petit peu difficiles, où il fallait absolument que je reste verrouillé pour ne rien céder. Si on bouge, ça devient autre chose, ça ne m'intéresse plus, et ça n'intéressera plus, donc ça se casse la gueule tranquille. Donc voilà. Et ça a été vraiment, vraiment le plus difficile, donc de rester dans le cap. Une des plus belles rencontres, en fin de compte, c'est Éric Toledano et Olivier Nakache. C'est eux qui ont pu concrétiser. Donc, les questions qu'on leur a posées n'ont rien à voir avec toutes les questions qui leur ont été posées par des journalistes professionnels, etc. Donc, ça ils n'en revenaient pas. Et ensuite, on leur a montré un peu donc, ce qu'on avait filmé, donc toutes les rencontres qu'il y a eu, etc. Et ils ont dit, oulala, il faut faire quelque chose, on peut faire quelque chose avec ça. Ils ont compris que la seule chose pour que vraiment, vraiment ça garde donc, son intégrité totale, c'est que tous les jeunes soient là, pas de casting. Vraiment, dès le départ, il y avait ça. Alors, moi, quand j'avais organisé le premier comité, j'ai vu arriver des jeunes qui ne parlaient pas, qui étaient complètement mutiques. Je me suis dit, bon, ils n'ont peut-être pas compris ce que j'avais envie de faire. Bon, ils vont comprendre, ils vont s'en aller. Ils ne sont pas partis. Et je réalisais que pour les autres, les causants, ces personnes-là, ils sont à leur place. Jamais ils n'ont été impressionnés par la caméra, par la télé, Jamais, jamais, jamais. Est-ce que les rencontres du Papotin, c'est en direct? Non, il y a beaucoup de montage. Hein. C'est une demi-heure, mais en fait, c'est pratiquement 3 heures. Il fallait vraiment cet espace-là pour que tout le monde puisse s'exprimer, etc. Et c'est vrai que le réalisateur est absolument monsieur merveilleux, parce que ça aussi, c'est le regard. C'est un regard extraordinairement positif. Le but est de les mettre en valeur, et c'est réussi. Très honnêtement, c'est réussi. Est-ce que vous avez été surpris par le succès de cette émission, qui a été un gros succès dès le début?
Très honnêtement, ça m'a pas étonné. Ça m'a pas étonné parce que c'est un bon moment télévisuel qui n'a pas d'équivalent et qui arrive d'abord en plus. Donc ça, c'est vraiment le créneau, samedi, juste après le journal du 20h. C'est extraordinaire. Donc ils ont... D'habitude, c'est à 11h du soir, donc ça chope les gens, ils sont là, ils tournent, hop. Toutes les conditions pour que ça ait du succès ont été fournies par la direction de France 2. Vous qui avez initié le projet dans les années 80, est-ce que vous pensez que la société a évolué et le regard de la société a évolué et qu'une telle émission aurait pu être possible il y a 30 ans? Oh non, pas du tout, c'est impossible. Vous avez vu un petit peu ce qu'il en a été là aux Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques. Donc il y a eu vraiment, donc tout d'un coup, un engouement pour des personnes différentes qui sont donc dans une autre souffrance, qui font avec, etc. Et donc les gens étaient extraordinairement intéressés. Les gens veulent du concret, veulent du vrai. Ils veulent pas qu'on leur raconte des sornettes. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous n'avez pas interviewé encore et que vous rêveriez d'interviewer? Il y en a plein qu'on aimerait... Il y en a énormément qu'on aimerait rencontrer. On avait eu une envie à un moment, mais vraiment, c'était interviewer le pape. Pas François, mais Jean-Paul, qui était un personnage assez fascinant. Il était présent dans nos rencontres. Il y avait des jeunes qui parlaient de lui. Et c'est vrai que c'était quelqu'un qui avait une place assez importante. Et on avait eu très, très envie. Merci beaucoup, Driss. J'en viens à la question traditionnelle de notre podcast Les Engagés. Si vous étiez à ma place, quel engagé inviteriez-vous? Alors, c'est quelqu'un qui est assez engagé de sa place. C'est Thierry Lhermitte. Il est engagé donc dans la science, les découvertes, donc les choses le progrès. Et vraiment, c'est quelqu'un d'assez étonnant, là. Puis c'est quelqu'un de positif. C'est quelqu'un qui est vrai, voilà. Merci beaucoup, Driss El Kasri, pour votre témoignage et votre engagement. Merci à vous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je rappelle que Les Engagés sont disponibles sur le site du Figaro, sur Figaro Radio et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. Je rêve d'une lune de miel en Polynésie. Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon. Vous lisez dans mes pensées? Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée. Alors, je vous propose une matinée avec les Raymanta avant de partir observer les baleines à Tahiti. Ne me réveillez surtout pas. Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble. Mais j'ai trop hâte. On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout? Oui, avec Marco Vasco, vivez votre voyage d'esprit libre. Vous faites les mariages aussi? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.